Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai choisi de traiter d'un sujet qui n'est pas à proprement parler au départ un sujet philosophique, mais que je souhaiterais analyser dans un cadre philosophique qui est celui de la domination politique, puisque vous savez que c'est le centre de gravité de mon travail, de mes livres. Et ce sujet c'est celui de la délinquance, un phénomène vis-à-vis duquel je pense chacun aura sa propre position en fonction de ses opinions, en fonction aussi de son expérience personnelle, et qui ne représente pas seulement une composante parmi d'autres de la réalité sociale, mais constitue également un sujet médiatique privilégié. On peut même parler d'une véritable fascination médiatique pour l'univers du crime, pour l'univers de la délinquance, une fascination très adolescente du reste, de manière pour ainsi dire structurelle d'ailleurs, puisqu'elle renvoie à un monde dans lequel les contraintes sociales et économiques sont de fait évacuées. Le fait de devoir se lever tous les matins pour aller travailler et gagner de quoi remplir son réfrigérateur, tout simplement, que Freud appelait le principe de réalité. Donc, problématique matérielle qui est évacuée au profit d'une jouissance spontanée du monde et des plaisirs qu'il propose, à l'ombre des circuits traditionnels qui sont jugés conformistes, donc oppressifs. Il y a donc un lien direct, et il faut bien le comprendre, entre la délinquance, du moins dans les codes qu'elle véhicule, et le monde adolescent, voire le monde enfantin qui est celui de la satisfaction immédiate des désirs, le monde de l'absence de tout processus de différence, différence avec un A, c'est-à-dire le fait de différer ces désirs pulsionnels, d'établir des médiations entre le désir et l'action. On se souvient des mots d'ailleurs de Michel Foucault, le très médiatique philosophe français des années 70, qui a beaucoup écrit sur la question de l'autorité et du pouvoir, et qui reconnaissait son admiration pour, je cite, « la fièvre généreuse de la délinquance ». Et il suffit d'un minimum de bon sens pour comprendre qu'au contraire, c'est le principe égoïste qui guide le comportement et l'action du délinquant, et non le principe altruiste. On ne vole pas un portable, on n'incendie pas une voiture pour le bien d'autrui, qu'on soit bien d'accord. Principe égoïste donc, comme chez l'enfant, c'est la formule tout de suite, comme l'a bien résumé Morgan Sportes dans son livre éponyme. On est donc assez loin de l'idéologie Robin des Bois, qui fonctionne plutôt sur une sorte de combinaison de la logique de la charité chrétienne et de l'analyse marxiste des rapports sociaux. L'idée d'une justice rétablie pour les pauvres et les nécessiteux, avec récupération de la plus-value extorquée aux prolétaires par le capitaliste. Bon, c'est une lecture personnelle bien sûr, mais que je crois assez valide. Donc on est évidemment loin de tout ça avec la forme moderne de la délinquance. Alors j'attire tout de suite votre attention sur le fait, et je refuserai automatiquement que ça puisse être opposé comme contre-argument par la suite, je préfère prévenir, que lorsque je parle de la délinquance, puisque le mot délinquance a la même racine que le mot délit, un délinquant c'est un individu qui commet un délit, c'est pour ça qu'on parle de délinquance routière par exemple, ou de délinquance sexuelle, ça n'a rien à voir, je dirais, avec la gravité du fait commis, mais seulement avec la nature juridique de l'acte. On recense 3 types d'infractions, d'actes illégaux donc, en France, la contravention, on parle alors d'un contrevenant à la loi, le délit donc, le délinquant, et le crime. Un criminel n'étant d'ailleurs pas toujours un meurtrier. Un meurtre, c'est un crime, mais il n'est pas le seul crime. Bref, le sujet qui m'intéressera ici sera celui dit de la petite délinquance, c'est-à-dire, pour qu'on comprenne exactement de quoi on parle, cette délinquance qui est souvent le fait de mineurs, et qui consiste principalement dans des vols, dans des agressions, dans des dégradations de matériel privé ou public. Donc je veux bien exclure de cette analyse la question du trafic de drogue, que je ne place pas sur le même plan du point de vue de la nuisance sociale générée. On peut concevoir que le dealer, s'il est un minimum professionnel, sera discret. Si son but c'est de s'enrichir, c'est de tirer des bénéfices de son activité, il n'a strictement aucun intérêt à se faire remarquer pour des actes de délinquance, disons, visibles. C'est, d'un point de vue rationnel, parfaitement antinomique. Qui gagne à la fin dans Scarface? Je m'adresse à tous ceux qui ont grandi avec ce film accroché en pendentif. C'est Sosa. C'est celui qui s'est retiré dans la cordillère des Andes pour y faire prospérer sa production de cocaïne. Ce n'est pas Tony Montana qui se fait éliminer par ses hommes, et c'est d'ailleurs ce qui me fait dire qu'il y a de la part de Brian De Palma une volonté évidente de se montrer complaisant à l'égard de ce délinquant criminel qu'est Tony Montana, puisque celui-ci se fait abattre par un homme qui lui tire dans le dos.
tiré dans le dos, c'est-à-dire de manière lâche, de manière symboliquement lâche, sans panache, sans style, sans classe, quand le personnage d'Al Pacino fait face à des tirs de mitraillette en insultant, en provoquant ses assaillants. Je prends l'exemple de ce film parce que c'est un symbole générationnel, mais aussi un symbole idéologique. Vous comprendrez tout à l'heure où je veux en venir. Donc je disais que je n'allais m'intéresser ici qu'au seul phénomène de la petite délinquance. Alors beaucoup vont me dire, je le sais, qu'en me focalisant sur cette forme unique, sur cette forme particulière de délinquance, en choisissant donc de mettre en lumière cette forme de délinquance plutôt qu'une autre, je mets de côté du même coup d'autres formes de délinquance qui peuvent être considérées, et souvent d'ailleurs à juste titre, comme plus graves ou plus importantes, du moins par l'ampleur et par les puissances qu'elles mobilisent. Par exemple, la délinquance financière, la délinquance politique, les conflits d'intérêts entre médias et groupes financiers, etc., etc. Personne n'arrivera à me convaincre qu'il n'existe pas aujourd'hui une délinquance institutionnelle qui a pour effet la confiscation croissante et ininterrompue des richesses par une oligarchie. Il n'y a donc absolument aucune ambiguïté dans mon esprit, ni par conséquent dans mon analyse, et si je prends le parti de ne traiter que de cette version-là de la délinquance, donc la petite délinquance urbaine ou périurbaine, c'est pour un certain nombre de raisons précises que je vais maintenant vous exposer. Tout d'abord, je voudrais insister sur un aspect fondamental, ce qui me permettra là encore d'aller au-devant de certaines critiques. Il n'est pas recevable, d'un point de vue intellectuel, de justifier, ou même seulement de relativiser la nuisance occasionnée par la petite délinquance, sous prétexte qu'elle ne serait qu'un phénomène dérisoire à côté de la grande délinquance qui, elle, est souvent de nature politique et économique. Pourquoi ce n'est pas recevable? Parce que, contrairement à ce que certains ont l'habitude de considérer, la petite délinquance ne s'oppose pas à la grande délinquance, elle la prolonge et même, dans la plupart des cas, elle la favorise. Je m'explique. Si on prend un grand trafiquant de drogue ou un grand trafiquant d'armes, celui donc qui tutoie certains élus de la République, celui qui porte un costume cravate et qui possède une façade et une réputation absolument propre et impeccable, puisque généralement il fait prendre les risques réels à ceux qui sont sous ses ordres, bien ce grand trafiquant de drogue ou ce grand vendeur d'armes a besoin du petit dealer de cannabis ou du petit vendeur d'armes, puisque c'est lui qui se trouve, comme on dit au foot, à la réalisation. L'argent, celui qui part directement dans les paradis fiscaux, il provient des ventes réalisées dans la rue. C'est là que la chaîne de distribution s'achève. Sans cette conclusion indispensable, rien n'est viable. À moins que les gens aillent maintenant se fournir sur Internet, mais alors là aussi, derrière leur clavier et leur écran, ils trouveront un individu réel, un cyber-dealer, mais un individu réel, un petit exécutant de la logique du profit, le dernier domino de la chaîne du trafic. C'est celui qui actionne concrètement le levier du retour sur investissement. Donc, aucune opposition entre petite délinquance et grande délinquance de ce point de vue-là. Au contraire, complémentarité structurelle ici des deux formes de délinquance, la grande délinquance et la petite délinquance, celle-ci n'étant que l'écume urbaine de l'autre. Mais je disais tout à l'heure, vous vous en souvenez, que j'allais mettre de côté la question du trafic de drogue qui en tant que tel ne fait pas l'objet de cette analyse. Alors, qu'en est-il des autres actes de petite délinquance, par exemple les dégradations ou les agressions sur personne? L'agression sur personne, alors qu'elle soit gratuite ou qu'elle soit motivée par le vol, la dégradation de biens, par exemple le fait de casser des vitrines ou d'incendier des véhicules appartenant à des personnes qui ne sont pas responsables de la situation matérielle du délinquant. Si vous regardez bien, la particularité de cette forme de délinquance, c'est son potentiel de nuisance. Si vous préférez, on peut dire que c'est la forme de délinquance qui possède le meilleur rapport moyen-visibilité, le meilleur rapport action-résultat. La petite délinquance, à la différence de la grande délinquance, ou de la délinquance en col blanc, elle est particulièrement visible et elle est d'ordre quotidien. Elle peut se produire dans le bus ou dans la rue. À ce titre, c'est celle qui est la plus susceptible de favoriser l'exaspération et la colère légitime des gens qui subissent cette dégradation de leur qualité de vie. Parfois même alors qu'ils connaissent des difficultés d'ordre social ou économique plus importantes encore que le délinquant, lequel répondra souvent que ce sont ces conditions objectives d'existence qui l'ont poussé à agir en infraction avec la loi, et surtout en contradiction avec
l'intégrité physique ou morale de l'être humain, car il n'y a évidemment aucune commune mesure sur le plan de la gravité morale. Il n'y a pas de commune mesure, on ne peut pas établir d'équivalence entre le vol d'un pain par un Jean Valjean et le dynamitage d'un café par Al Capone qui va faire des victimes parmi des enfants, ou aujourd'hui entre le vol d'un steak dans un hypermarché par une jeune mère de famille et le caillassage d'un bus scolaire ou d'un camion de pompiers. On ne joue pas du tout dans la même catégorie conceptuelle, je pense qu'il faut être très très clair là-dessus. Pour en revenir à ce que je disais, la petite délinquance est aussi structurellement la plus nuisible, la plus préjudiciable sur le plan de la qualité de vie. Qualité de vie qui est déjà rendue très mal en point par l'accumulation des directives économiques, gouvernementales, européennes, directives prises au nom de la nécessaire survie des marchés financiers. Finalement, on est parvenu en quelques siècles à inverser entièrement la hiérarchie des fins et des moyens, de l'humain et de l'économique, à savoir non plus l'économie au service de l'homme, mais l'homme au service de l'économie. C'est une chose à laquelle je vous invite à réfléchir pour me dire si vous ne voyez pas là quelque chose de profondément absurde, de profondément contradictoire sur le plan du seul bon sens. Une petite délinquance préjudiciable avant tout aux classes populaires, puisque la délinquance, même si elle ne s'y réduit pas, touche prioritairement l'environnement social et territorial des auteurs des délits. La voiture qui brûle au pied de l'immeuble, excepté dans les cas particuliers de règlement de compte, mais c'est autre chose, c'est la voiture du voisin qui est soumise aux mêmes conditions de vie que le délinquant. On n'est donc évidemment pas ici dans une logique de réappropriation, ni même dans une logique de vengeance sociale, mais dans une logique de nuisance sociale, répondant avant tout à des facteurs psychologiques bien plus que politiques. Il faut être absolument clair là-dessus. S'il est vrai que tout phénomène social est, d'une manière ou d'une autre, teinté par le politique, les mouvements d'émeute, les phénomènes de casseurs sont totalement étrangers à la question politique et à la notion de révolution qui lui est associée, du seul fait qu'elle ne tend vers rien. L'idée que par son geste, le délinquant chercherait, consciemment ou non, à compenser une carence sociale ou économique vécue comme une humiliation et une discrimination peut, à la limite, être vue comme une explication sociologique, disons. Et dans ce cas-là, il faut appliquer alors le même raisonnement à tout le monde et à toutes les formes de délinquance ou de manifestations violentes. Par exemple, il est tout à fait possible de trouver un certain nombre de facteurs qui expliquent l'engagement de certains individus dans des mouvements skinhead, des facteurs d'ordre sociologique, familial ou psychologique, et qui permettent de dresser un profil du militant skinhead. Un profil, c'est-à-dire un certain nombre de caractéristiques partagées par un groupe ou par une catégorie. Et pourtant, on considère généralement cet argument comme étant non recevable, alors même que c'est sur cet argument que repose, pour l'essentiel, la justification sociologique de la violence délinquante. Lorsque je dis on, je parle évidemment des sociologues d'État dont parle régulièrement Michéa, leur stratégie de l'excuse permanente, qui leur fait confondre, comprenez bien ce que j'essaie de dire, un substrat sociologique favorisant l'activité délinquante, c'est-à-dire un ensemble de conditions, de circonstances, d'événements qui expliquent un phénomène, et un motif légitime d'action, qui reviendrait en quelque sorte à dépénaliser l'acte délinquant, ce qui est bien entendu absurde. On peut comprendre les raisons qui poussent un individu à agir comme il agit, et c'est bien normal puisque tous nos actes, toutes nos pensées sont comme qui dirait précédés par toute une généalogie de facteurs et de causes. L'enfant par exemple qui grandit dans une famille où on est musicien de père en fils sera sans doute plus disposé, plus enclin, plus susceptible qu'un autre de suivre lui aussi une filière musicale. Et il est clair que celui qui évolue dans des conditions d'existence matérielle ou affective précaires ou défavorisées risque naturellement lui de développer certaines carences et les tendances qui leur correspondent, et ainsi statistiquement plus de chances de devenir délinquant qu'un autre qui n'aura pas le même CV biographique. Mais est-ce que cela peut suffire à faire de la petite délinquance et du préjudice porté à autrui un phénomène légitime ou moralement acceptable? Non, bien entendu. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que ce raisonnement, qui est plutôt incarné par la gauche et par l'extrême gauche moderne, ce raisonnement a un effet pervers, un effet extrêmement pervers même. Si la principale cause de la délinquance est effectivement la pauvreté,
et la précarité sociale. Cela signifie que les pauvres, les chômeurs ou les exclus, comme on dit, sont donc intrinsèquement délinquants ou potentiellement délinquants, puisque leurs conditions matérielles de vie les porteraient mécaniquement vers ce type de comportement. Ce n'est donc ni plus ni moins qu'un argument authentiquement discriminatoire et stigmatisant, comme dirait Harlem Désir le bien nommé, puisqu'il consiste à essentialiser, c'est-à-dire à enfermer dans un profil, à enfermer dans une identité fixe, donc le délinquant, un individu qui, pour des facteurs multiples, et parce qu'il ne se réduit pas à sa seule dimension socio-économique, peut ne pas confirmer la loi du déterminisme. C'est Bourdieu qui défendait, pour ceux que ça intéresse, une sorte de radicalisme déterministe en sociologie. Un radicalisme déterministe qui consiste à considérer que l'homme n'est rien d'autre que le produit passif de son environnement. Et la délinquance, ce serait l'effet nécessaire, l'effet inévitable de conditions sociales et économiques défavorables. Je cite Bourdieu donc, après Foucault, pour bien que vous saisissiez un petit peu la nature de l'héritage intellectuel qui a été légué par quelques grandes figures de la philosophie française contemporaine, celles qui donnent en quelque sorte le là idéologique sur les plateaux de télé. Je cite donc: au risque de choquer, je dirais que plus je connais les déterminations dont mon interlocuteur est le produit, plus je le comprends. Plus je recueille d'informations sur la généalogie, la position, la trajectoire d'un individu, plus ses choix, ses préférences, ses propos deviennent évidents. Lorsqu'on parvient à saisir la personne à laquelle on a affaire comme nécessaire, c'est presque esthétique, ça devient beau. C'est une citation de Pierre Bourdieu publiée dans Libération le 11 février 1993. Donc, pour résumer le propos de Bourdieu dans cette citation, puisqu'elle dit plus que ce qu'elle n'a l'air de dire, c'est que là où une certaine tradition philosophique nous fait concevoir comme beau l'acte d'émancipation, l'acte de libération vis-à-vis de nos déterminations individuelles, puisque être libre, c'est d'abord ne pas être entravé, c'est d'abord ne pas être contraint. Or, nos contraintes sont justement ce qui nous détermine, ce qui nous influence. Bourdieu, au contraire donc, situe la beauté, il le dit explicitement, dans le conditionnement intégral de l'homme par son environnement. Bourdieu pousse donc la logique sociologique scientiste jusqu'au bout. Le scientisme, c'est le fait de vouloir donner à son discours ou à son analyse un caractère scientifique. Le sociologue, ce serait ainsi celui qui aurait la capacité de saisir la personne, c'est-à-dire de voir dans ses agissements, ses goûts et ses opinions, l'effet inévitable, c'est ça que veut dire le mot nécessaire, ça veut dire qu'il ne peut pas ne pas être, l'effet inévitable donc de son parcours social. Dans cette conception, plusieurs choses sont à l'œuvre. Premièrement, une déresponsabilisation totale des individus, conçus comme sorte de machines sociales obéissant aux lois impersonnelles du déterminisme. Deuxièmement, consécutivement au premier point, une essentialisation des populations délinquantes. L'essentialisation, c'est le fait de réduire un individu à une identité fixe et constante, comme par exemple le fait de déclarer que les populations les plus modestes ou issues de l'immigration postcoloniale sont indéfiniment condamnées à reproduire le schéma délinquant, puisqu'il faut aller jusqu'au bout de la logique de Bourdieu. Si les classes sociales fonctionnent bel et bien sur le principe de la reproduction, comme le soutient Bourdieu, c'est-à-dire qu'à chaque génération se transmettent les mêmes positions dans la hiérarchie sociale, alors il devrait logiquement en être de même pour les sujets délinquants. La délinquance se voudrait donc, selon ce raisonnement, une tare congénitale propre aux classes populaires modernes. Essentialisation du délinquant dans une posture de passivité et d'impuissance, le fameux « j'y peux rien », c'est ça le résultat de 50 ans de sociologie libérale, enfermement des populations pauvres ou immigrées dans un spectre de perspectives sociales et professionnelles réduit et identiques, le foot, le rap ou le deal, c'est ce qui apparaît comme les perspectives d'évolution les plus sponsorisées par nos élites, comme si, en définitive, la volonté initiale de dédouaner le délinquant de son acte de nuisance, dissimulée au nom de motifs prétendument humanistes et compassionnels,
puisque, pour finir sur l'analyse de la citation de Bourdieu, on est bien ici dans un cas de sympathie à l'égard du délinquant, sympathie signifiant étymologiquement souffrir avec. On est en fait très près de ce qu'on appelle communément l'empathie, c'est-à-dire cette impression ou cette volonté d'éprouver les sentiments de l'autre, ses affects, ses émotions. Compréhension du délinquant comme préalable à son admiration, au moins en tant que produit sociologique pur, et comme préalable à sa légitimation. Comprendre revenant ici, alors au prix d'une distorsion sémantique scandaleuse, puisque l'un se place au niveau intellectuel tandis que l'autre se situe sur le plan moral, comprendre revenant ici à justifier. Car, j'insiste là-dessus, si tout est potentiellement explicable, tout n'est pas cependant légitime. C'est une chose que tout le monde comprend. De la même façon qu'on ne reproche pas à un médecin qui diagnostique une maladie et en explique les causes, de suggérer que la maladie est moralement souhaitable et finalement bien méritée pour le patient qui doit maintenant apprendre à entrer en sympathie avec elle. Il est très facile de marquer la délimitation entre une analyse de type sociologique ou philosophique et un jugement d'ordre moral, même si, à l'occasion, et Bourdieu en est un exemple, mais Michéa en est un aussi d'une certaine manière, les deux peuvent parfois s'entremêler, mais seulement après avoir été distingués. Je reprends: déresponsabilisation, essentialisation, assignation à des identités sociales mortifères ou spectaculaires, spectaculaires c'est-à-dire en lien avec la logique du spectacle, la musique et le sport en général. C'est amusant d'ailleurs de voir que les deux modèles qui sont généralement proposés comme les seuls domaines où les minorités ethniques, comprendre ici les Noirs et les Arabes, toujours dans cette même logique d'assignation à une identité, ici à une identité ethnique, ont une chance de percer. Et percer, je l'indique en passant, cela dit bien ce que ça veut dire. Faire un trou, faire son trou, un trou dans lequel on s'assoit seul en tant qu'individu, hors de toute démarche d'émancipation collective. La réussite, oui, mais pas pour toute ta famille en quelque sorte. Principaux domaines donc réservés à ces populations, et qui ont tous deux l'étrange particularité de ne pas faire appel, parmi les facultés humaines qu'ils sollicitent, aux facultés intellectuelles. Le sport faisant surtout intervenir le corps, et la musique la sensibilité. Point d'intelligence critique hors du cercle oligarchique. C'est un peu ce qui pourrait figurer en sous-titre de l'œuvre de Bourdieu. Et donc j'en arrive au point, pour ainsi dire, central de mon hypothèse, à savoir que selon moi, la délinquance, comme phénomène social, peut être lue comme un outil au service d'une entreprise de division et de mise en opposition des communautés ethniques dans un but d'affrontement civil, débouchant, en dernière analyse, sur l'instauration politique et économique d'une dictature libérale mondiale. C'est donc un sujet extrêmement sérieux que celui de la délinquance, du point de vue de ses aboutissants politiques réels, je dirais, et qui ne peut pas être résumé, et je dis cela pour mes anciens codétenus d'extrême gauche, à une posture populiste ou à une récupération extrême droitière des thèmes traditionnels de l'insécurité et de l'immigration. Non, c'est une question sérieuse, mais traitée de manière frivole par la plupart des intellectuels acquis à la cause droit de l'hommesque du délinquant victime de l'oppression symbolique de son voisin de palier. Par son pouvoir de nuisance et son immaturité psychologique, je dis cela non seulement en référence à mon propos antérieur sur la fascination adolescente pour le délinquant, mais aussi parce qu'il ne faudrait pas oublier en cours de route de signaler une information capitale, à savoir que la petite délinquance est majoritairement le fait d'adolescents ou de jeunes adultes. La jeunesse, si elle n'est pas assimilable à une catégorie sociale, puisque c'est le seul état finalement dans lequel personne, absolument personne, ne demeure, personne ne reste jeune alors qu'on peut rester ouvrier ou rentier, la jeunesse apparaît toutefois ici comme un facteur prépondérant dans le phénomène délinquant. Un adolescent, la plupart du temps un garçon, quoiqu'avec l'émancipation des femmes acquise par la révolution culturelle de mai 68, il semble qu'on aille dans le bon sens, puisqu'on compte de plus en plus de filles parmi les délinquants, un pas de géant pour l'égalité en quelque sorte. Donc, je disais, un adolescent étant, disons, hormonalement plus disposé à vouloir se mesurer à une force rivale, que ce soit le flic, le père ou le curé, qui sont de toute façon considérés comme étant
également autoritaire, réac et relou, à tout ce qui matérialise une norme ou une convention sociale et culturelle finalement. L'adolescent davantage prédisposé à la délinquance donc qu'un homme doté d'une expérience d'endossement prolongé du principe de réalité dont je parlais tout à l'heure. La délinquance, c'est donc d'abord un phénomène générationnel. Croire le contraire, ce serait croire, par exemple, qu'un père puisse être fier que son fils aille en prison. Ça n'a pas de sens. Le délinquant, dans la mesure où il s'oppose à l'ordre symbolique ou social, s'oppose également à l'autorité du père comme figure et comme sujet. Donc ça me permet de balayer rapidement au passage l'argument ethnique sur l'origine de la délinquance, si tant est que cet argument avait besoin d'être balayé. Le fait de dire par exemple que les populations noires ou originaires du Maghreb seraient culturellement prédisposées en quelque sorte à la délinquance, un argument qui, en même temps qu'il relève une certaine homogénéité ethnique chez les auteurs d'actes délinquants, oublie de relever leur homogénéité générationnelle. Homogénéité générationnelle, appartenance aux mêmes tranches d'âge. Donc, nécessairement, conflit intergénérationnel entre le jeune délinquant et l'autorité incarnée par ses parents, et un conflit qui n'est d'aucune façon effacé ou absorbé par l'appartenance du délinquant et de ses parents à la même catégorie ethnique. Le parent qui donne une gifle à son enfant délinquant, avant que celui-ci n'aille porter plainte et tente de l'envoyer en prison, il ne se pose pas la question de l'appartenance ethnique de son fils. Il ne se pose pas non plus la question des motifs véritables de son geste, dès lors que ce geste, le geste du délinquant, a été identifié par le parent, c'est-à-dire par celui qui élève, dès lors qu'il a été identifié ce geste comme répréhensible a priori. Mettre en évidence que le phénomène de la délinquance ne peut pas être interprété sous l'angle de la problématique ethnique ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas effectivement une surreprésentation des personnes d'origine africaine et nord-africaine dans les actes de petite délinquance. Et là, je ne me réfère à aucune donnée statistique, ni à aucune source journalistique, je me fie à la seule observation, avec évidemment les limites et les risques d'approximation, voire les risques d'erreur que cela comporte. Mais il faut bien se fier à un moment ou à un autre à l'expérience pour tenter d'avancer certaines hypothèses. Au demeurant, il n'est pas plus aberrant de faire ce constat que de dire qu'on trouve majoritairement des Occidentaux blancs parmi les plus grands tueurs en série, sans que ça ne suggère en quoi que ce soit un lien de causalité directe. Je considère même que c'est une insulte intellectuelle qu'on puisse taxer de telles assertions de discriminatoires ou de stigmatisantes, puisque, pour nos amis qui ne maîtriseraient pas encore toutes les règles de la logique aristotélicienne, je rappellerai que le fait d'identifier une partie comme étant majoritaire dans un ensemble n'équivaut pas à étendre la partie au tout, ni à faire de cette partie le reflet de sa catégorie. Les délinquants ne sont pas la majorité de la population qu'ils représentent. J'emploie le mot représenter au sens utilisé en sociologie de ce qui rend visible, par opposition justement au fait d'être représentatif. On pourrait dire finalement, pour utiliser une formule un peu synthétique, que les délinquants d'origine immigrée sont les représentants non représentatifs de leur communauté. Représentants car visibles de par leur capacité de nuisance, et évidemment surexposés par la télévision et l'information qui trouve là le moyen de concilier audimat publicitaire et propagande sociologique. Dans tous les cas, il est évident que le fait de nier la composante ethnique de la petite délinquance par le procédé magique de l'interdiction des statistiques ethniques dans la loi française, puisqu'il est interdit d'établir des statistiques fondées sur l'origine ou sur la couleur de peau des individus, c'est un peu comme si vous disiez que la couleur de peau n'existe pas parce qu'elle n'est pas reconnue juridiquement. Je n'ai pas besoin d'un coup de tampon des autorités universitaires pour pouvoir dire que mon ami Nordine, mon ami Samir, mon ami Sherazade, mon ami Dalila, à qui je passe le bonjour s'ils m'écoutent, sont d'origine maghrébine, et bien qu'ils soient tous très différents l'un de l'autre, et qu'ils ne peuvent évidemment en aucun cas se réduire à cette seule dimension de leur identité. Et eux-mêmes vous direz qu'ils savent parfaitement reconnaître un autre maghrébin, et je pense qu'ils se moqueraient bien de celui qui leur opposerait un tel argument. Et d'ailleurs, je ferai remarquer une chose, si, comme nos sociologues libéraux aiment à le rapporter, il n'existe pas la moindre relation de coïncidence, car c'est cela une coïncidence finalement. C'est ce qui, à un moment donné, coïncide, c'est-à-dire se trouve au même endroit au même moment, alors que rien n'avait permis de le prévoir, tout simplement parce que rien ne le suggérait.
Si vraiment une telle coïncidence dans la représentation ethnique de la délinquance est absurde et infondée, que valent par conséquent les revendications en faveur de la reconnaissance des minorités comme moyen de traiter les causes de la délinquance que sont le chômage et la précarité sociale? Que vaut la demande d'application de la discrimination positive à l'embauche, c'est-à-dire préférer à CV égal le candidat issu d'une minorité? Que vaut cette demande, à moins de considérer qu'il y aurait un lien direct entre origine ethnique et milieu social, et entre milieu social et délinquance? Il y a donc une profonde contradiction dans le discours que je qualifierais par provocation de légitimiste. Un légitimisme qui ne s'applique pas d'ailleurs qu'à la délinquance, mais également à la question de l'école, comme lieu d'imposition d'une violence culturelle. Le cancre apparaît alors, selon ce point de vue, comme un modèle d'émancipation, comme un modèle de non-conformisme, ce qui permet du même coup de présenter comme un signe extérieur de respect de la différence, le fameux pins jaune touche pas à mon pote, ce qui ne constitue en fin de compte qu'une entreprise d'assujettissement culturel de masse, placée sous assistance culturelle par ordinateur, par Google et Wikipédia. Le cancre, comme le délinquant, peut ainsi s'abandonner à son désir de toute puissance infantile, résultat du démantèlement idéologique accru de toutes les perspectives de réussite sociale de certaines catégories de la population. Car c'est de ce côté, selon moi, et j'aborde ici le dernier virage de mon analyse, qu'il faut chercher la cause surdéterminante du phénomène de petite délinquance, à savoir le facteur idéologique. Contrairement à un certain préjugé, et je pense que les exemples que j'ai cités tout à l'heure suffisent à contredire ce point de vue, l'ère du temps idéologique n'est pas du tout à la valorisation de la culture, ni à la défense de l'émancipation économique et sociale des populations issues de l'immigration post-coloniale. À travers la mise en avant de modèles médiatiques allant dans le sens de la stratégie de division libérale, la caricature Joey Starr par exemple, dans le rôle du rappeur délinquant cogneur de singes, caricature d'autant plus regrettable qu'elle est sans doute loin de correspondre au potentiel artistique et humain réel de l'homme, caricature dont la fonction a été de promouvoir, sous couvert musical et sous une étiquette rebelle, un modèle sociologique pratique, destructeur des perspectives d'émancipation et de réussite véritable. Une caricature présentée aux téléspectateurs ordinaires comme une émanation sublime de la banlieue créatrice et révolutionnaire. Joey Starr a au moins eu, lui, l'honnêteté de dire publiquement qu'il n'y avait jamais eu d'ambition politique à son activité musicale, si ce n'est celle qu'il appelle lui-même du constat d'urgence. Joey Starr et NTM dans les années 90, Sniper et Roth dans les années 2000, Booba, La Fouine dans les années 2010, ces rappeurs devenus, avec ou sans leur consentement d'ailleurs, les porte-étendards d'une jeunesse, souvent originaire de banlieue, qui partagent tous la même fascination foucaldienne pour l'univers délinquant, entretenant, comme rançon de leur réussite individuelle, la stagnation collective de leur communauté d'origine. On voit maintenant comment il est philosophiquement possible, pour ne pas dire souhaitable, voire indispensable, d'articuler la plus stricte condamnation de l'activité délinquante à un encouragement permanent à l'émancipation sociale et économique, mais aussi politique et culturelle, des populations issues de l'immigration postcoloniale. Une délinquance qui fournit la béquille sur laquelle peuvent s'appuyer toutes les propagandes politico-médiatiques, de Skyrock à BFM TV, pour maintenir la nécessaire croyance d'une irréconciliabilité des communautés religieuses ou ethniques en France. Stratégie politique du diviser pour mieux régner, logique d'atomisation qui réactive les conditions de la guerre de tous contre tous, la guerre civile idéologique pouvant précéder et prétexter toutes les formes de domination des peuples. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.